Merci beaucoup d'être ici. Très, très, très heureux de vous accueillir. Mon nom est Serge Blais. There are lots of faces that I recognize. Sorry if I didn't say hello. We're so happy to see you in person here. Real people in the room. For those of you who drove in, congratulations for finding the Desmarais parking. And good luck getting out of it. Just so you know. Très heureux de vous voir en personne. Juste un mot sur l'Université d'Ottawa. In recognition of the historical presence of the Aboriginal people on this land for many, many centuries, the university has given itself a third official name. On est bien sûr l'Université d'Ottawa, University of Ottawa, but also Mashkawazi-Wogamig, which is Algonquin. And if you can pronounce it, you get a special, you get a free muffin, I guess, something like that. It's good that you're here in person, because had we done this by video, you would have said it's fake video, probably. So there's no more better proof than to be right here in person with you. Merci beaucoup d'être là. Le laboratoire a été créé il y a exactement 2 ans. I think it was February 2nd or 6th or somewhere, so it's exactly 2 years. So this is part of the celebration, if you will, of the Information Integrity Lab. It was launched by the president of the university, so some of you might have been there when President Frémont inaugurated the lab. And for him, this is one of the most important things that a university can do or should do, to protect the dissemination of truthful information, of factual knowledge. And universities produce knowledge, we disseminate knowledge, but when knowledge comes under threat from things such as disinformation, it's incumbent upon us to do something about it. So we said, yeah, sure, we'll take on the challenge, but it was a huge challenge. It's a humongous challenge. And the beast is, as we know, growing and growing and running faster and faster all the time. So we decided, well, look, we'll need to focus our efforts here a little bit because we just can't do everything. And we've identified some key priority areas. And one of these areas is specifically visual disinformation. And this is what we'll be talking about here today. Nous avons créé un partenariat avec nos collègues du crime à Montréal. Le crime, ce ne sont pas des criminels, mais ils viennent du crime. C'est le Centre de recherche informatique de Montréal, or the Computer Research Institute of Montreal. We have a representative here from CRIM who will be speaking. They are a group of phenomenal researchers who do research, very in-depth research on a variety of topics, but namely on visual and audio disinformation. So, of course, we teamed up with them, and they're the brains behind a lot of the tools and the protocols, I guess, that we'll be developing to mitigate and counter visual disinformation. So we have the best and the brightest here today. Jennifer will have a chance to introduce her panel. The conversation will be guided by Jennifer Irish. For those of you who don't already know Jennifer, she is a very experienced professional at the senior-most levels of government, has been around several departments and also around the world through her diplomatic career. Among other things, if I may say it, I don't think it's a secret, Jennifer was running the Integrated Threat Assessment Center, which, as the word implies, looks into some very interesting stuff. Also did amazing work at the Intelligence Assessment Secretariat at the Privy Council office. She's a skilled manager and visionary, and this is precisely why we gave her the directorship of this lab to make it grow and thrive. So thank you very much again for being here. Merci beaucoup, et je passe la parole à Jennifer, who's going to take over from here. Thank you. Merci beaucoup, Serge, spécialement pour les commentaires trop généreux, je voudrais dire, mais merci beaucoup. So yeah, the lab is still new. We've only been in existence for 2 years. We are a product of the Professional Development Institute here, which is not only known for its training, but also Serge Blais and his team are looked to incubate innovations that are multidisciplinary across the university, and the lab has very much been a beneficiary of that. So we're created to act as a hub for knowledge, networking, and dissemination to advance the understanding of disinformation, its origins, its impacts, and ways of countering it. We're supported by an advisory board. Some members will be joining us later, who
prioritizes or makes recommendations on some of our themes. And we have already been doing some work in the national security field. We've done some publications related to Russia, China, and cognitive warfare. In the coming year, we're of course very much going to be focusing on the impact on democracy and elections, with half the world going to the polls, as well as climate change. Disinformation has very much distorted debates that we have on climate change and public health. So those will definitely be areas where you'll see further work from us in the coming year. It's important that people understand these threats, because it does distort our ability to have public discourse and look for solutions around the big questions of our day. Visual and multimodal disinformation has even a more acute impact because it incorporates imagery, visuals, audio, and therefore has a more profound impact on our senses. It goes back to Marshall McLuhan, medium is massage. I think that actually still holds true, that the way in which things are create an emotional response in us that's more acute. It can also give the illusion of having more credibility than text, because people have that expression, seeing is believing. Well, sometimes seeing is not believing. So we've put together a great panel of experts today to work us through these issues. We'll be talking about the technical side of disinformation, how it's being generated, what to look for, what are the technologies that we need in the future to counter that. We'll be talking about the social impacts, the impacts on our social fabric, public discourse, democracy, the debates that we're trying to have as people. And finally, we're going to be looking at the legal and ethical dimensions, which I say have become even more, there's more intense interest around those in the last few days, around those issues around privacy, and we'll be addressing those issues too. So I'd invite the panelists to please join us at the front, and I'll be introducing them one by one. So first of all, we have Eumane Joffre-Garry, who's directrice scientifique du Centre de recherche informatique de Montréal, où il a travaillé comme développeur, chercheur et directeur. After obtaining a PhD in mathematics, which is already amazing for someone like me, from the University of Montreal in logic and category theory, he has dedicated his career to various aspects of artificial intelligence, including machine learning, language processing, knowledge acquisition, and modeling. Second, we have Lena Meeder-Bosveld, who's come all the way from Germany to join us for this panel. She's the policy and advocacy manager at Das Netz, a Berlin-based networking initiative against online hate in Germany, and social media monitoring expert for the EU's election observation democracy support facility. Previously, she worked as a researcher at Democracy Reporting internationally, analyzing the spread of hate speech and AI-generated disinformation. And finally, Céline Castet-Renard est professeure titulaire faculté de droit, section de droit civil, Université d'Ottawa ici, et titulaire du chaire de recherche sur l'intelligence artificielle responsable à l'échelle mondiale. She also holds a research chair in law, accountability, and social trust at INITI, that's the Artificial and National International Intelligence Institute at Toulouse in France. Her research generally focuses on the law and regulation of digital technologies and artificial intelligence in a comparative context. So each of these speakers will be taking a few minutes, 10 to 15 minutes, to provide a presentation, and then I'd be happy to moderate questions. I'll get the ball rolling maybe with a couple, so you should be already thinking about questions that you might want to ask our eminent panels. Eumane? Je vais faire la présentation en français, mais ne vous gênez pas. Feel free to ask questions, or ask me to translate elements of it in English. Okay. So basically, my slides, I wrote them in English first, and then je les ai traduits aujourd'hui en français, mais je peux les retraduire dans l'autre sens comme vous voulez. Donc,
Ici, nous, depuis moins d'un an, en fait, on a commencé une collaboration avec votre groupe ici. Et donc, peut-être juste ici, parler du CRIM. Bon, ben, évidemment, vous connaissez tous l'Université d'Ottawa, mais le CRIM est peut-être un peu moins connu. C'est un centre de recherche en intelligence artificielle, surtout en informatique, qui est privé. C'est une OBNL privée. C'est un institut de recherche. On n'est pas directement affilié à une université, mais on a des postdocs, on a des doctorants, on a des étudiants aussi. Donc c'est surtout un groupe d'experts en intelligence artificielle, des programmeurs, des ingénieurs logiciels et aussi des chercheurs qui sont habitués de travailler sur des projets concrets. Donc ça fait plus de 35 ans que ça existe. Et on vise à être un pont entre l'université et l'industrie, donc l'industrie qui a besoin qui a des deadlines, qui a des besoins concrets, qui a des besoins d'exigence en termes de résultats ou en termes de fiabilité. Et notre expertise, c'est de faire le chemin entre tout cela. Et aussi, surtout, dans notre approche de l'intelligence artificielle, on traite de toutes les modalités. Donc les modalités, c'est le texte, le son, la parole, les images, les vidéos, les données tabulaires, les séries temporelles. Donc, on travaille dans tous ces domaines-là et on a des experts qui savent travailler dans tous ces groupes-là. Et on a appliqué ça à plein de domaines, en santé, dans le domaine de la recommandation, accessibilité, manufacturier, climat, géospatial. Donc, on a quand même une grande expérience d'application concrète de ça. Donc, en fait, on est bien placé pour connaître le potentiel à la fois le progressiste et le potentiel dangereux de cette technologie-là, parce qu'on la pratique. Et entre autres, on a quand même une grande expérience dans la détection du deepfake, donc l'hypertrucage, en audio, l'usurpation d'identité, donc d'utiliser la voix de quelqu'un, de faire de l'impersonation, spoofing, toutes ces choses-là. On a une grande expérience là-dedans. Et aussi en texte, on a eu de nombreux projets où on devait détecter la toxicité de types de documents, des menaces, des attaques, et ainsi de suite. Donc, évidemment, là, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a de surprise pour personne que la désinformation, c'est une menace importante et grandissante. L'impact touche de nombreux domaines, donc je pense que mes autres panélistes vont en parler plus longuement que moi. Je pense que faire de la désinformation texte, c'est peut-être le plus simple, c'est peut-être le premier, mais la désinformation visuelle et multimodale, donc en mélangeant plusieurs modalités, comme Jennifer le disait, ça a un impact très très fort. Peut-être que je vais, peut-être à la fin, si j'ai le temps, je vais vous montrer quelques images, juste quelques petites images. Évidemment, on est dans une période d'accélération, donc la propagation se fait de vitesse instantanée, c'est quand même assez incroyable. Donc on est dans un territoire inconnu, en fait, je dirais personnellement, au niveau de l'humanité. La désinformation existe depuis très longtemps. Je pense que depuis qu'il y a de l'information, il y a de la désinformation. Hein, dans le domaine multimédia, dans le domaine des images, des vidéos, longtemps, avoir une photo ou avoir une vidéo de quelque chose était considéré comme une preuve. Maintenant, ça ne le sera plus. Mais depuis très longtemps, quand même, les gens manipulaient des images, dont on parlait de ça à l'époque déjà soviétique, les images de Staline avec Trotsky et des gens, et année après année, les Trotsky disparaissaient, les autres disparaissaient. Je vais vous montrer quelques images après. Puis aussi, il y a eu la période Photoshop, donc dans les années 90 jusqu'à il y a 2 ans. Des experts pouvaient faire de la manipulation Photoshop. C'est un travail exigeant. Ça prenait beaucoup d'expertise pour donner quelque chose de vraisemblable. Mais vous allez voir ce que Photoshop est devenu depuis 6 mois. Donc, il y a eu des grands progrès récents technologiques. Puis, si vous voulez, dans les questions, je pourrais vous parler aussi des éléments techniques de ça. Je ne vais pas en parler tout de suite. Mais il y a des outils très puissants maintenant
pour produire des images, les manipuler, des images, du son et de la vidéo. La vidéo est en train d'apparaître. Il y a 1 an, c'était dans l'enfance, mais récemment, il y a eu des progrès spectaculaires qui ont été faits dans la création d'images. Et surtout, une des caractéristiques, c'est qu'on utilise le langage. Donc avant, ça prenait un expert en Photoshop qui savait faire des layers, des masks, des blending et tout ça. Maintenant, il suffit d'utiliser, de dire, OK, change cet arbre-là, remplace-le par un chien, fais ci, fais ça. Et donc, c'est une combinaison, c'est le grand progrès de l'intelligence artificielle grâce à des techniques qu'on appelle les transformers, où on est capable de modéliser simultanément les images et le langage. Et donc, ça donne un cocktail extrêmement puissant qui permet énormément de manipulation. Donc, un élément qui est important, évidemment, les grands joueurs dont vous entendez, Google, OpenAI, Facebook et tout ça, mettent des ressources considérables pour développer ces technologies-là. Et comme ils sont quand même soumis à des lois ou à des exigences ou à du scrutiny, okay, à un contrôle, ils essayent de mettre à l'intérieur de leur modèle toutes sortes de mécanismes de contrôle pour empêcher des usages illégaux, et c'est un domaine complexe. Ils investissent littéralement des milliards pour le faire, et il y a toute une technologie autour de la façon, on appelle ça l'alignement, le contrôle. C'est une partie de la science qui est en train de se développer en ce moment de façon spectaculaire, mais c'est très, très difficile à faire, donc les résultats sont insuffisants. Surtout, ils sont faciles à contourner, donc il y a plein de façons de jailbreak, okay, de désamorcer les mécanismes de contrôle. Et surtout, l'autre chose qu'il y a, c'est que beaucoup de ces modèles-là sont en train de devenir petits et ils circulent chez plein de gens qui peuvent en faire des copies, qui peuvent les changer, qui peuvent les adapter, qui peuvent enlever tous les contrôles. C'est comme... le chat est sorti du sac, là, la boîte de Pandore est ouverte. Donc les méthodes, elles circulent librement. Bon, maintenant, ça c'est la création de faux et de désinformation, mais de l'autre côté, les outils pour la détecter, il n'y en a presque pas. Okay? Donc, autant l'autre explose complètement, la création explose, autant côté développement, on est très en retard. Il n'y a presque personne qui, même je dirais, s'intéresse à ça. Il y a très peu de gens qui s'y intéressent, surtout dans le domaine de l'image, de la visuelle et multimodale. Il y a très, très peu d'outils, il y a très peu de techniques là-dessus. Et on dirait que peu d'acteurs s'y intéressent. En tout cas, j'espère que vous, et dans cette collaboration-là, on va convaincre les gens de l'importance d'investir massivement là-dedans et de s'attaquer à cette menace qui ne fait que grandir. On trouve aussi qu'il n'y a pas assez d'interactions multidisciplinaires, donc il faut que les gens, les professionnels de toutes sortes, les analystes, que ce soit les gens techniques, les gens dans les médias, dans les gouvernements, et ainsi de suite, il faut que les solutions soient abordées sous plusieurs angles différents. Peut-être juste une petite note. La désinformation et les fakes, c'est très, très relié et ça se recoupe, mais ce n'est pas la même chose. Okay? Vous pouvez créer des images complètement fausses, mais qui ne sont pas de la désinformation. Okay? D'ailleurs, aujourd'hui, même si vous prenez une photo avec votre téléphone, le téléphone fait plein de manipulations digitales dessus, il transforme l'image. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de faire de la désinformation. Et d'autre part, vous pouvez prendre des images très authentiques, mais leur donner un spin, okay, mettre un commentaire dessus ou les utiliser dans un autre contexte, et ça devient de la désinformation. Donc, ça complique aussi les choses, mais de toute façon... Okay, donc ici, il n'y a pas de solution, il n'y aura pas de solution unique. Okay, c'est un combat. Ça va être un combat, je pense. La technologie de création se développe, puis la technologie pour y contrer va devoir se développer au même rythme. L'autre point, c'est que les méthodes pour créer des images fake ou ainsi de suite sont tellement élaborées, puis elles vont le devenir encore plus, qu'elles sont déjà presque indistinguables de vrais documents. Okay?
Je ne crois pas que c'est la question de savoir si c'est quelque chose est vrai ou pas. Je crois que ça devient une cause perdue et c'est peut-être pas si utile que ça. Ce qui est important maintenant, c'est de comprendre dans une image, qu'elle soit fausse ou vraie, c'est quoi le message qui est derrière. Okay? C'est ça qu'il faut, je pense, comprendre et il faut commencer à décoder les images et les choses et comprendre la sémantique de la désinformation et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Donc, il faut aussi donner des outils sérieux à la disposition des gens, des médias, des analystes, des citoyens. Il faut, comme je le disais tout à l'heure, attaqué ça sous plusieurs angles. Juste avant de finir, peut-être, vous avez vu ça, je pense, il y a quelques jours, c'est un peu un sujet peut-être un peu futile, mais Taylor Swift, il y a eu plein d'images fake ici, puis regardez ce que dit le CEO de Microsoft. Il dit que it's alarming and terrible, mais on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Okay? Alors, quand je vous parlais de le régime soviétique, quand ils ont pris le pouvoir, la plupart des gens dans l'Union soviétique étaient illettrés. Ils ne pouvaient pas lire. Et donc, ils cherchaient un mécanisme de propagande et de communication très fort. Et l'image, et surtout le cinéma, était considéré comme très important. Puis vous voyez ici des personnages dans les photos historiques qui disparaissent. Donc ça, c'est la manipulation très low-tech. Donc le shallow, ce serait du shallow fakes, en fait, ou du cheap fakes. Okay? Mais remarquez que ça prenait quand même beaucoup de métiers et de travail pour arriver à quelque chose d'aussi beau. Maintenant, regardez ce que c'est avec Photoshop dans la dernière version. Vous prenez une image, vous sélectionnez une région, puis vous écrivez pond, il l'ajoute. Okay? Ensuite, vous voulez avoir dans le pond un jaguar, vous pouvez juste l'écrire et il le fait. Le blending est parfait, l'imagerie, la lumière, toutes ces choses-là sont là. Donc, et ça, c'est tout récent, en fait, ici. Je pense que ça, c'est une image que vous avez utilisée aussi dans votre rapport. Ça, c'est un produit de Google il y a 1 an déjà. C'est complètement dépassé d'ailleurs depuis 1 an. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est les noms que vous voyez en haut. C'est la capacité de ce modèle-là. Donc, c'est le nombre de paramètres. Il y a 10 ans, même 350 millions de paramètres étaient considérés comme énormes. Aujourd'hui, c'est considéré comme tout petit. Même 20 milliards, c'est considéré petit. Mais vous voyez la différence. Dans le premier, c'est ridicule. Le deuxième, c'est mieux. Ici, on commence à avoir des lettres et l'espèce d'âne est mieux. Dans le dernier, même la parole. Donc le prompt ici, c'était de créer un animal avec un sweatshirt orange, puis un panneau qui dit « Welcome friends ». Dans le dernier, même les caractères dessus sont lisibles, ils sont parfaits. Alors, il y a quelques jours encore, là, ça, c'est la création de vidéos, ça, c'est l'autre domaine qui est en train d'exploser. Donc, regardez, ça, c'est la vidéo, si jamais vous voulez le voir, c'est une vidéo générée artificiellement, mais pas par ces méthodes-là, mais c'est complètement, on dirait, un documentaire, en fait. Et là aussi, les autres possibilités, c'est qu'on peut prendre une vidéo. On l'a déjà pour les images depuis quelques mois, mais là, ça vient en vidéo, ça vient aussi. On peut lui demander de le modifier, et si on lui ajoute un pyjama, et si on lui met un chapeau. Puis si vous regardez dans les détails, la qualité, même les ombres, vous voyez les ombres projetées sur le sol, tout est parfait. On peut prendre un truc, puis changer la texture. Tout ça se fait juste en l'écrivant. Peut-être un dernier point avant de venir ici pour dire que le fake, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est encore un truc qui a été étudié par les soviets et qui fait partie du montage. C'est que on n'a pas besoin de prendre des images fausses pour manipuler les gens. Okay? Donc ici, c'est un film fait par Kuleshov qui est appelé l'effet Kuleshov, qui est aujourd'hui partout, en tout cas qui est utilisé dans le montage. C'est que regardez cet acteur-là ici. Donc, on a l'acteur ici, on voit une soupe, on voit l'acteur. Et là, si vous regardez le film, vous sentez la souffrance de l'homme qui a faim. Et celui-là ici, on a l'acteur, on a une femme sur le canapé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? L'amour. Okay. Et ensuite, même chose, un enfant qui est dans un cercueil. Et là, on sent la tristesse. Et les gens, quand ils ont vu ça, ils trouvaient que mais cet acteur, il est incroyable.
ok? Les sentiments qu'ils ressentent. Alors c'est exactement la même image. Alors donc, quand je dis qu'il faut aller plus loin que juste la question du fake, il faut comprendre l'intention d'une image, il faut comprendre le message, la manipulation du message. Je pense qu'on a un grand rôle à jouer, puis je pense que autant nous, les gens techniques, que plusieurs autres niveaux, on a un travail important à faire pour donner des outils, pour développer des outils, pour une compréhension de tout ça, pour pouvoir y faire face. Alors voilà, c'est quelques mots rapides. Merci beaucoup, Man. C'était très, très, très intéressant. I would just say that the original study that Krim had done with our collaboration is quite lengthy and full of all the methods used to develop disinformation, as well as some of the methods used to counter it. And those are summarized in our report, which is a takeaway from this meeting, provides an overview of those methods, which are, I think the detection methods just aren't able to keep up with the way in which we've seen the technology develop. But thank you for demystifying. I'm sure there's going to be lots of questions after the other panelists speak. Thank you. Lina, on the social impacts of this. Thank you so much for having me. I will touch upon the social and democratic dimension a little bit more in depth now in my presentation, because if we can no longer trust what we see, what does that mean for democracy? Policymakers around the world have been quite worried ever since the proliferation of ChatGPT, AI, video generators, text-to-image generation, about the potential of AI-generated disinformation to actually mislead voters during the year of what is called the year of elections, to sway public opinion. So yeah, there's been a lot of worry about this issue and the impact of AI-generated visual disinformation especially. And we can already see a couple of cases that took place this year. For instance, in the Bangladeshi election, deepfakes played quite a huge role. They were easy and cheap to produce. There's also, of course, been the robocalls with synthetic audio imitating the voice of US President Joe Biden, and also the former Pakistani Prime Minister, who's actually serving a prison sentence right now, produced a AI-generated video and audio to launch a campaign for his re-election. So we can see that it already plays quite a huge role this year. And of course, it already played a role last year. And with the proliferation of all of these... Okay, great. Let's do it that way. So already last year, with the proliferation of ChatGPT and other generative AI tools, there's been a couple of elections where AI-generated disinformation played a role, especially in Slovakia, in Nigeria, in other conflicts as well. So of course, there's the question what to do about it. I want to touch upon the idea, what happened from a simple prompt to problematic content. How did we actually get there? And this was a question that I touched upon in a research that I conducted in 2022. So it started very easily and very subtle with the picture on the left, very pure and innocent, to actually kickstart and boost creativity. But then we ended up with problematic content on the right side. And the question, or the research question of this report that I published, was really to identify the disinformation potential of text-to-image generation from a very hypothetical point of view back then, because it was 2022. So what I did was I conducted interviews with a lot of experts in the field of AI and forensics and cybersecurity and disinformation. And I tried to also jailbreak the systems to a certain extent. So I
back then in 2022, asked Stable Diffusion to produce images of an alleged arrest of now US President Joe Biden. And for me, it was actually, striking to see that then only 1 year afterwards, this picture flooded social media of the alleged arrest of Donald Trump. And we can also see that it's not only focusing on people in action, but also scenarios that are fictitious. So we can see that this is a picture that was used in social media also quite a lot and shared from the Israel-Hamas war. So if it's all about combat scenes, missile attacks, that's also very easy to produce with text-to-image generators nowadays. And then also this infamous picture of the Pentagon on fire, which led to a dip in the stock market. So it also had really real consequences on the economy. What we did in our report is we came up with a threat and risk assessment. So what's going to happen in the short and the long run. Of course, I adjusted these a little bit given the fact that so much has changed within a year. But still, what the experts raised was that in the short run, there is quite a low entry barrier to these tools. They are quite accessible, so it's quite easy to produce very qualitative disinformation in large quantity as well. And the language barriers that used to be there no longer exist to generate misleading content because these generators also work with different languages. It depends, of course, on what the outcome is, but they do work with other languages. The second point was that back then in 2022, it was still very easy to see glitches and to identify whether something was AI generated or not. Nowadays, I think the picture looks a little bit different. So oftentimes it's already quite difficult to detect whether something was AI generated or not, especially when it comes to these fictitious scenarios and not people, where maybe there still are some glitches that are very obvious. And in the short run, they also said, and this is also something that you mentioned, Uman, that cheap fakes or shallow fakes are obviously also still very easy to produce, so that you can also easily deceive people with those online. And there are also face swap apps that are actually easy to use. So there's always this question, are people then going to use the text-to-image generator, or are they just going to use a picture and put it in a different context because it's just easy and it works either way? In the long run, the experts said that there will be a combination of different synthetic media. So it's also quite interesting that the report touches on multimodal disinformation. That combination, I think, is a crucial factor. Also, the increasing sophistication and the difficulty in detection. Then what was also mentioned is that the potential to create even more plausible, misleading images of public figures will also increase of these fictitious scenarios, but also civil society, because it's a very fast-paced news environment. So it will also become just easier to quickly react to events in the future. And image-based online violence will become much more of an issue that it's already. And then lastly, the diffusion of biases, because the data sets that are being worked with are inherently biased, and campaigns that can be very much micro-targeted to certain subcultures and groups. So I want to touch quickly upon the targets of visual AI-generated disinformation. So first of all, of course, it's politicians. If there is unverifiable content out there, or synthetic content that hasn't been fact-checked yet, that can obviously spark conflict. It also very much depends, of course, on the power and the level of popularity of the politician. So, of course, the US president has much more journalists and fact-checkers behind him that can easily debunk manipulated media content compared to a local or rural governor or mayor. Then there's vulnerable groups and minorities. Image-based sexual abuse that is targeting women in public and private. It's a growing issue and quite alarming, to be honest. So they don't only have to deal with the danger that tags along with synthetic media, but then also they can be disproportionately discredited if, for instance, they have evidence of online harassment or harm that took place, but then this is dismissed as
synthetic, not real. I mentioned that data already that is biased. And then also what became quite prominent in, I think, recent weeks is that pictures of child sexual abuse have actually, the material has been used in open training, data training for a lot of AI image generators. And then lastly, journalists and human rights activists, because there's a lot of pressure on them to actually debunk and find the manipulated content. And manipulated content at the same time can also just reduce trust in their work and legitimate sources of information and public institutions. So if I have to sum it up, there are a couple of threats to democracy. I'm going to quickly go through them so we can see that it can actually spread election manipulation. There can be non-consensual explicit content. There is the discredit and ridicule of individuals. It can undermine trust in public institutions, in news outlets, undermine the quality of public discourse in general. Threats to the stability of the economic system. So going back to the Pentagon example, strengthening of gender inequalities that are already there. Psychological harms for victims and vulnerable groups. And last but not least, political apathy. And this is an aspect that I will touch upon very briefly at the end of this presentation, because it goes very much hand in hand with this idea of the plausible deniability, the so-called liar's dividend. I quote Hani Farid here, professor of computer science at the University of Berkeley. I interviewed him for the report, and in the report he said that if we enter a world where any story, any audio recording, any image and video can be fake, well, then nothing has to be real. We can simply dismiss inconvenient facts. So this idea of the plausible deniability, I think, plays quite a huge role and is, in my opinion, a larger threat to democracy than the fact that there is this sheer production and volume of production of AI-generated disinformation, just because it is very easy to dismiss something as fake and synthetic. And the more, so obviously the volume plays a huge role, so the more this is actually flooding timelines of people, the easier it becomes for perpetrators of disinformation to actually just say, this is fake, even though it is authentic and accurate information. And then the burden for the human rights activists, the civil society organizations, the journalists who are trying to fact-check this information just becomes bigger and bigger, and there's a lot of pressure. And I also want to stress that even though something has been fact-checked, it doesn't mean that people won't share it anyway, even though they know that it's synthetic, because if it actually confirms the worldview they believe in, they might actually also share it. So what do we do? There's always the question of social preparedness. Of course, we need digital literacy. That's one crucial factor. I like to say digital literacy because oftentimes we talk about media literacy, but I think people really need to understand how the platforms they are navigating on are functioning. And sometimes people are not fully aware of how the algorithms work and how the features of these tech platforms are actually steering and to a certain extent also dictating the communication on these platforms and also the consumption of content that we see and perceive on these platforms. It's also very difficult sometimes for people to still infer whether information is true or not. But digital literacy enables people to better detect or identify false content. So it's something that I, coming from a civil society perspective, truly believe in, that we need to be much more aware of how generative AI is working and what's behind it. I like to end on a positive note. Uman already brought up the example of Taylor Swift as well, so I'm going to do it again. We didn't talk about this prior. But I want to stress here that what we need is a resilient, digitally literate civil society. And I'm choosing this example not only because it took the deep fake porn issue and actually put it on the political agenda, but also because it showed that the fans of Taylor Swift really knew
and understood how the platform works, and actually then used the hashtags that were tagged along the very sexually explicit content that was shared, and just repurposed them and shared video clips and images of Taylor Swift with those hashtags, just to actually play a counter narrative. So that is quite interesting. They understood how the system is working and played with the rules of the system, and at the same time also teamed up to just report any misleading content that they saw online. So I think there's still quite a lot of hope. And with that, thank you so much. That's a fascinating and profound tour de table on the different impacts. Thank you so much for that. And of course, apart from the impacts, there's huge legal and ethical considerations around this. And Feline, I invite you to take us through those. Thank you. I'm very glad to be here. Thank you for the invitation. I'm professor here at the University of Ottawa. Of course, you can ask your question in French. Bien sûr, vous pouvez aussi les poser en français ou en anglais comme vous le voulez. Je pense que je vais faire ma présentation en anglais, mais peut-être qu'il y aura des parties un petit peu en français, un peu bilingues, à l'image de l'Université d'Ottawa. Here today, my perspective is a legal perspective, a legal approach. And now we understand all the issues and the risks for society. And the next question is, what can we do, and what can the legislator, regulator can do about that? Currently, we have two legislation on the table in the EU and in the European Union and in Canada about artificial intelligence. So my job today is presenting these two legislation, not in the entire, in their globality, not the entire part of this text, but just specific parts about disinformation, deepfakes, and the question here is to know if these provisions, the provisions we try to adopt are good enough to address these issues. First of all, in Canada, we currently have a bill, Bill C-27, which is mainly about personal data protection and privacy. And the two first parts of this bill are about the reform of PIPEDA, which is the main text in Canada to regulate personal data protection in the private sector. But there is also a third part which is very interesting, AIDA, Artificial Intelligence and Data Act. And this part tries to address AI problems we can understand now. And we know we will have other problems in the future, but we try to address the things we can understand today. And the first thing I should mention is about the scope of this legislation. And there is a first limit here, because this legislation only only try to apply and to concern only private companies and the government institution. This act does not apply to the government institution. So this is a first limit. Let's say the public sector is not really concerned by this part of the law, as the rest of Bill C-27. And there is another limit here regarding the regulation and the part of the regulation we try to have, and the part of the trade and commerce we try to address. It's only to regulate international and interprovincial trade and commerce in AI. Because we have here constitutional issues. It's a federal law. And of course, the federal government has jurisdiction for international and interprovincial subjects, and not for intra-provincial. And it means that the province could also have their own regulation on AI. And we currently have some discussions in Quebec and public consultations in Quebec, for instance.
And it also means we really need to have a cooperation here between all the competence of the government, federal government and provincial government, and probably sometimes, and also, of course, territorial government. And this question of cooperation is very important because, of course, the technology do not stop to the borders, and this is also the same question at the international level. We really need to have this broad conversation about regulation of AI. And there is also another specific point here regarding this bill. This bill tried to address only the question of harm and biases. And we can see that here, when we consider the definition, the bill only tried to address the risk for the person, physical or psychological harm, the damage to an individual's property, or economic loss to an individual. And there is also a limit here because collective harms are not really addressed here, and this is an issue. This is a problem which is already seen by the government. And when we talk about biases, it's related to discrimination, and it's related to Section 4 of the Canadian Human Rights Act. But there is also another limit here because this risk-based approach only consider high-impact systems, but do not consider that some risk could be unacceptable. And this bill do not provide any prohibition regarding AI systems. And maybe it's a limit by itself, because probably we should think about the kind of AI systems or the kind of use of AI system we do not want. But for the moment, this question is not really addressed by this bill. And there are some other, of course, there are other provisions in the bill, but most of the provisions are very vague. And when we want to have more details, the bill is not completed, and there are just a lot of mentions of future regulations. And this was a main critics about this bill. That's the reason why Ministre Champagne, who is in charge of this bill, had some amendments before in due committee before House of Commons. And he tried to explain what could be high-impact systems and what kind of uses could be considered as high-impact systems. And he adds 7 categories of impact systems. And the 4th amendment is interesting here because there is a mention of the moderation of content that on the online communications platform, and I think it's an interesting way to consider this information. There is also another mention, which is not in this slide, but another mention of general purpose AI, including generative AI. And there is just, it's like an announcement. It's just generative AI is mentioned, and just to say we need to have specific provisions to address the specific risk of generative AI, but no more at these steps. We stand here for the moment in Canada. And there is also another thing interesting, important to have in mind. Ministre Champagne clearly says that he would like this legislation would be compatible with the AI Act, Artificial Intelligence Act, which is the European legislation, new regulation on AI. So I'm going to give you a very few highlights of this law, of this regulation. The regulation has been published in April 2021 by the European Commission. We had several votes from the Council of the EU,
from the European Parliament in June 2024. And in this last December, we had a political agreement between the three institutions of the EU. This is a normal process of adopting regulation in the EU. But we do not have yet the final text, even if there are a lot of leaks about this text. And I'm going to present this final, I think that would be almost the final version of the text. And it's also a risk-based approach, and the Bill C-27 has been released in June 2022, and this risk-based approach is not hazardous. It's a way to align with the EU. But we can see several differences with the Canadian project. As I already mentioned, we do not have an acceptable risk in the Canadian bill, and it means we do not have prohibitions. And in comparison, in the EU, we have some uses of AI systems which are considered as unacceptable. But the regulation is mainly based on high-risk systems, and the main parts of the text is about obligation in the case of high-risk AI systems. We also have limited risk, and especially for deepfakes. And we have here a transparency obligation. I'm gonna go back to this later. And I also need to mention that when we talk about a risk-based approach, it's clearly here a risk for health, security, and human rights. And when we think about human rights and fundamental rights, of course we think about freedom of expression, but also the limits. And we know in Europe we have a lot of limits about freedom of expression. And regarding the high-risk AI systems, just to go back, unacceptable risks. We from the beginning, in the version of the European Commission, we only had 4 categories, and now we have 8 categories, but nothing really related to disinformation. So I'm going to see if we have some specific provisions at the high-risk level or limited risk level. Regarding high-risk level, I think the last, we have 8 categories or 8 sectors which can be considered with the use of certain kind of AI systems could be at risk. And the last domain is on administration of justice and democratic processes. And one of the main concern today about disinformation is related to election, as you mentioned it before. And just for the off record, on Monday I was in Toronto with election management boards at the federal, provincial, and municipal levels, and everybody is very afraid of the risk for elections and for the democratic process. And if I consider this point 8, AI system intended to be used for influencing the outcome of an election or referendum, or the voting behavior of natural persons in the exercise of their vote in elections or referenda, are considered as high-risk systems. Of course, we exclude the kind of system used to organize the elections by themselves. It's just the process to influence the results of the elections, which are considered as a high risk. And we also have some specific provisions about deepfake, and deepfakes are only considered as limited risk because, as you mentioned it previously, deepfakes are not necessarily disinformation, and we need to consider the content of the deepfakes, and we only need to
to have transparency here, and we just have some obligation to disclose that the video, the content has been generated by AI. And these kind of provisions are more and more popular everywhere, and more and more the government would like to just to add this obligation of transparency to inform the public. And I also would like to mention another text, another regulation it's a Digital Services Act, DSA, which was adopted last year in 2022 in the EU. And a part of these provisions are about systemic risk and the risk in the use of platforms. And we try to address here the kind of problem we had with Cambridge Analytica, meaning the use of content moderation platforms and huge platforms to manipulate or to use the infrastructures in order to get some specific people or some specific group of population and to manipulate the elections. This is a kind of problem we try to address with these provisions. I think, thank you. Merci beaucoup. We're just going to start the discussion part. If you have a question, please let Danielle know. He's going to be going around the room with a roving mic. And in the meantime, just to start the ball rolling, to go back to you, Oman, about technologies. And I think it was an important point to raise. It was also echoed by Selena. There's a difference between just deepfakes and disinformation. But the cool kid stuff is about those detection technologies. And I'm just wondering if you could explain for us, what are the technologies that you're most concerned about as someone who really knows this area? And on the other hand, what are the technologies that offer the most hope in providing us a way of countering visual disinformation? Well, it's very hard to answer that. Enfin, c'est difficile. Je n'ai pas une boule de cristal. Le monde, la technologie change très très vite. Personnellement, je crois, j'ai cru jusqu'ici, mais je suis en train de changer peut-être d'opinion, que le danger ne vient pas de l'intelligence artificielle, mais il vient des humains. Okay? Des humains qui utilisent ces outils-là de façon dangereuse ou pour faire du mal aux autres. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose de très spécial. Même les gens de OpenAI qui ont développé ChatGPT, ils s'attendaient, quand ils ont commencé à développer ça, ils ne pensaient pas que ça allait être aussi puissant. Enfin, je ne sais pas, c'est ce qu'on dit, on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe là-dedans. Les systèmes comme ChatGPT est tellement puissant que est très étonnant, on comprend comment on l'entraîne. Et encore là, on n'a pas la sauce secrète de OpenAI, parce que ce qu'ils font, c'est une échelle supérieure à tout ce que tous les autres font. Donc on sait que, j'ai pas présenté les slides, mais le grand point tournant, c'était en 2017. C'était le développement de ce qu'on appelle les transformers. Okay? Alors, donc c'est un nom qui vient, je ne sais pas, c'est peut-être une génération qui a regardé les Transformers à la télévision ou tout ça. Et là, les modèles avaient des noms comme Bert, Ernie, des trucs. C'était vraiment presque des jeux intellectuels. Mais ce modèle-là, quand il est apparu, c'était quand même une percée parce que c'était des modèles qui s'entraînaient presque tout seuls. Okay? Donc, avant l'intelligence artificielle, il fallait prendre ou développer des règles ou bien annoter des grandes quantités de choses. Mais ici, on est arrivé avec des méthodes et là, il y a une architecture, c'est assez extraordinaire comme architecture, qui apprend tout seul. Il prend un texte,
des grandes quantités de texte. On lui dit rien, on lui dit rien, et tout seul, il apprend à compter, il apprend à raisonner, il apprend à reconnaître des objets, il apprend la grammaire, il apprend le multilinguisme, comme ChatGPT, si vous l'avez utilisé, vous avez tous sûrement utilisé. L'autre jour, moi je suis d'origine iranienne, donc, et je traduis de la poésie. J'ai pris un poème, j'ai pris un poème persan, et je me suis dit, tiens, je lui demande de le traduire. Et il me l'a traduit. C'était incroyable. Et il n'a pas été entraîné pour ça. Donc, c'est des systèmes qui apprennent tout seuls. Okay? Et là, à l'intérieur de ça, il y a des composantes qui s'auto-entraînent, qui sont entraînées. Donc là, il y a une similitude avec le cerveau. Évidemment, on est loin de ça. C'est une métaphore dangereuse, mais on est en train d'apprendre de ça. Et on n'a aucun contrôle on n'a aucun contrôle sur ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il fait, on n'a aucun contrôle. Je pense que c'est ça qui est le plus grand danger aujourd'hui. Donc maintenant, je pense que certaines boîtes comme Google ou Apple ou ainsi de suite, comme ils ont déjà des clients, ils ont été très conservateurs pour les présenter, mais OpenAI n'en avait pas, donc eux, ils se sont lancés. Et maintenant, comme je disais, la boîte de Pandore est ouverte, tout le monde peut utiliser ça. On ne sait pas comment, on ne sait pas pour quelle chose, pour faire de la désinformation, pour faire de l'impersonnation, parce que ces systèmes-là sont très forts aussi. Je ne sais pas si vous jouez avec ces systèmes-là, vous allez voir qu'il est capable de prendre des personnalités différentes. Et il est même capable vous pouvez lui faire des pièces. J'ai essayé ça avec un Québécois, un Français, puis un British. Et là, même donner des instructions spéciales. Et il change l'accent, il change les expressions, il change tout là-dedans. Donc, on a une machine ultra puissante qui peut être utilisée pour bien des choses. Alors là, on n'a pas de contrôle là-dessus. Je pense que la responsabilité des gens techniques, c'est de développer les mécanismes de contrôle. Et puis, je pense que ça presse. C'est très, très important de le faire. Et là, depuis quelques années, ils ont aussi, depuis 1 an ou 2, je dirais, au début, c'était juste du texte, mais ils ont aussi craqué le code pour rentrer à l'intérieur du même modèle, okay, les images, le son, la vidéo. Okay, donc là, on a un système qui est capable de lire des images. Donc, si vous avez travaillé avec la dernière version de ChatGPT, il peut lire. Même avant, on parlait, il y avait toute une technologie de faire de l'OCR, de Optical Character Recognition, tout ça. Il y a tout ça à l'intérieur de lui. Alors, comment contrôler ce monstre-là? C'est déjà une question. Puis l'autre chose, je crois que la seule chose qui peut se battre contre ce monstre, c'est le monstre lui-même. Mais bon, c'est lui-même qui a la capacité, mais on est très très loin de ça. Donc les résultats visibles sont très avancés, mais notre compréhension de cette technologie-là, elle est très très faible et des conséquences, elle est très faible. Donc on a beaucoup de chemin à faire, puis je pense que ce n'est pas juste un groupe qui doit le faire, mais j'insiste encore, je pense que les gens ne perçoivent pas l'urgence. Je pense que notre futur, personnellement, je pense que notre futur est en jeu, la civilisation est en jeu, et donc c'est fondamental de faire tous les efforts qu'on peut maintenant. Donc je suis très ravi de voir, même quand je lis les lois ici, je suis impressionné par même je sais pas, je suis impressionné par le détail de vouloir nommer les choses, peut-être pas vous. Donc j'aurais d'ailleurs des questions là-dessus, mais quand même je vois un effort pour le nommer, le risque, pour le définir, pour le circonscrire et tout ça. Je pense que une grande partie de la société doit s'attaquer à ça. Est-ce que vous avez des commentaires sur cette question? C'est vraiment intéressant d'avoir une technologie qui peut avancer outside of its training protocols. How on earth does the legal regime catch up with that? And what are the ethical and privacy implications? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, c'est une technologie très disruptive et du point de vue du droit, ce qu'on voit et ce qui inquiète le plus, en fait, c'est pas tant la technologie pour elle-même ou la recherche qui serait faite dans ce domaine, mais plutôt l'impact sur la vie sociale qu'a cette technologie, parce qu'en fait, elle va être déployée dans tous les pans de la vie sociale.
Et l'IA, par rapport à la société et par rapport aux individus, est capable d'avoir 4 fonctions cognitives très importantes, à mon avis. La prédiction, la recommandation, la décision ou la prise de décision et maintenant la génération de contenu dont on parle ici. Mais on voit que dans chaque pan, il y a déjà des utilisations de l'IA dans l'aide à la prise de décision, dans la prédiction, par exemple, pour savoir si une personne a un risque de commettre une infraction. On sait que c'est le genre d'outils qui sont utilisés aux États-Unis par certaines juridictions. Donc des outils qui ont un impact très concret sur les personnes, sur les individus, mais aussi sur des groupes d'individus. Et on connaît aussi les risques de biais, de discrimination de ces outils. Donc, c'est sûr qu'il y a un grand facteur de disruption de la société en général, mais d'ores et déjà, aujourd'hui, des individus. Donc ça, je pense qu'il faut en avoir conscience et commencer à travailler immédiatement. Et on verra après s'il y a des risques un peu plus existentiels, comme tu viens de le mentionner. Il y en aura peut-être probablement, mais déjà, commençons par ce qu'on sait. Et c'est déjà pas facile. Les législateurs vont dans le bon sens, effectivement, nomment les choses. Ça fait à peu près 4-5 ans maintenant qu'on réfléchit aux aspects éthiques qui sont en train de se traduire dans le droit. Donc, on a un petit recul. On voit beaucoup d'exemples, surtout aux États-Unis, de mauvais exemples, surtout aux États-Unis dans l'application des systèmes d'IA et dans des systèmes d'IA utilisés dans la vie sociale. Donc, c'est vraiment particulièrement impactant. Donc, on a un petit recul, on est capable d'essayer de le capter, mais il faut aussi comprendre la limite du droit. J'en vois 2. La limite, ça va être la mise en œuvre et le contrôle. Est-ce qu'on va être capable de contrôler les systèmes d'IA, leur application et le respect des obligations ? Ça va être le gros enjeu. Bon, j'ai pas développé, le texte européen fait 100 pages, donc je vous ai quasiment rien montré là. Mais est-ce qu'on prévoit des règles de gouvernance avec un office, un bureau de l'IA, avec un comité de l'IA, avec des autorités de contrôle au niveau national, et on prévoit au Canada un commissaire de l'IA et des données. Est-ce qu'on va être capable de leur donner suffisamment de ressources ? Est-ce que ces personnes-là vont pouvoir vraiment contrôler ? Ça va être un enjeu fondamental de l'effectivité du droit. Donc ça, c'est la première limite que je vois. Je suis très inquiète, je vous le dis clairement, pour le Canada, parce que pour l'instant, le commissaire à l'IA, il est prévu qu'il soit sous l'ICED, donc le comité de l'innovation. Et pour l'instant, il n'y a pas de budget dédié à cette personne-là, à ce commissaire. Ça, c'est un vrai défi, un vrai problème. On a une stratégie pan-canadienne de l'IA au Canada depuis 2017. On a prévu de l'argent pour la recherche et l'innovation, très bien. On a prévu de l'argent pour encourager les entreprises, très bien. On a prévu de l'argent pour les normes. Mais quand on dit normes, on a dédié l'essentiel du budget aux normes techniques, aux standards techniques, au Conseil canadien de la standardisation. C'est très bien, on a besoin des normes pour opérationnaliser dans les entreprises, je ne suis pas contre, bien que j'ai des réserves, mais OK. Mais il nous faut aussi des moyens financiers pour pouvoir élaborer la loi et surtout la rendre obligatoire. L'enforcement, ici, ça va être clé. Et pour l'instant, je vois rien de suffisant. On est très très loin du compte. Donc ça, c'est un problème majeur. L'autre problème majeur que les juristes vont avoir, c'est que la loi, elle va pas être faite pour 20 ans, 30 ans. Là. Elle va être faite, si elle est faite pour 6 mois, 1 an, on sera content. Il faudra toujours la faire évoluer. On parle d'agilité du droit. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Un slogan peut-être. Mais en tout cas, il faut qu'on soit prêt à être adaptatif, etc. Parce qu'il y aura sans cesse des innovations, sans cesse des systèmes, des outils qui vont arriver sur le marché. OpenAI a mis son produit sur le marché sans rien demander à personne. Aucun régulateur du monde n'a contrôlé quoi que ce soit avant que ce soit mis sur le marché. Évidemment, on ne sait pas si la population était pour ou contre. En tout cas, on l'utilise. Mais ça, c'est vraiment, à mon avis, un manque démocratique important. Donc, il faut qu'on soit capable d'anticiper des évolutions, même si la loi ne dit pas tout dans le détail, mais qu'on ait des méthodes ou des catégories ou des concepts suffisamment larges pour pouvoir embarquer l'évolution technologique. C'est une réponse longue, pardon. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a des questions ou bien des commentaires? Oh, il y a plusieurs. They're not here. And if you would kindly mention your name and if you have an affiliation, that would be helpful. My name is Carl Spencer. I'm with the University of Ottawa. I'm actually the Marketing and Communications Manager for the Faculty of Social Sciences. Je vais la demander en français. Effectivement, ce qu'on fait, c'est on travaille en fait sur une politique sur la création de contenu avec l'intelligence artificielle. La raison qu'on le fait, c'est effectivement, on veut pas que quelqu'un revienne dire, écoute, c'était de l'intelligence artificielle. On a trouvé ça, puis effectivement, c'était de la désinformation. De la désinformation. Donc, ce qu'on veut faire, c'est une politique qui dit, en effet, au public, comment on utilise l'IA, puis même, we even go as far as potentially putting in disclaimers saying, this content was assisted with the aid of artificial intelligence, or even this image was produced by artificial intelligence, so on and so forth. J'ai vraiment deux questions. Un, c'est, est-ce que mon département devrait prendre un pas arrière puis dire, on devrait attendre avant de vraiment commencer à l'utiliser à 100%? Puis la deuxième question, c'est, en prenant responsabilité puis en essayant d'avoir les mécanismes de contrôle en place, où trouvons-nous des ressources pour mettre cette politique ensemble? Parce que c'est très, like, the area is still very juvenile, and so it's hard to find information. Je peux vous répondre? Oui. Je pense qu'il y a forcément des précautions à prendre, et notamment risk assessment. C'est de se demander avant de déployer ou avant de dire on fait pas. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qu'on maîtrise pas? Donc, faire cette étude de risque, essayer de minimiser les risques. Et puis, voir du point de vue de la transparence, ça me paraît très important en effet. C'est un peu une question de bonne foi ou mauvaise foi aussi. Et donc je pense que pouvoir dire on a fait une étude d'impact, on vous dit ce qu'on a fait, ça c'est les bonnes pratiques. Et puis là vous faites ça en sciences à l'Université d'Ottawa. Je me demande s'il n'y a pas une politique plus globale de l'université qui va se mettre en place, donc peut-être se mettre en lien avec eux et avec la fac de droit bien sûr. Bonjour, Jean-Sébastien Marié, coordonnateur du programme de journalisme numérique ici à l'Université d'Ottawa. Vous avez parlé brièvement tantôt d'OpenAI et Sam Altman, le PDG, en entrevue à The Atlantic l'an passé, disait on a décidé de lancer ChatGPT pour permettre au grand public de comprendre ce qu'est l'IA. On aurait pu continuer à travailler là-dessus. Je pense à la citation exacte, je l'ai regardée, était on aurait pu encore le garder pendant 5 ans, mais on voulait le publiciser pour que le grand public ait un peu cet électrochoc. N'avez-vous pas l'impression que ça a peut-être eu l'effet inverse, c'est-à-dire, ce que je semble constater, c'est que beaucoup d'industries, nos étudiants disent « oui, il y a des risques, mais… » Et on regarde tout de suite le bénéfice et on tente tout de suite de le mettre en place. J'étais à une conférence de journalistes il y a quelques mois, puis c'était « oui, il y a des risques, mais on ne peut pas passer à côté », le « fear of missing out ». Et ça a peut-être forcé la main à d'autres entreprises qui attendaient un peu, qui ont décidé de publiciser aussi leurs modèles et de les rendre publics. Donc, bref, est-ce qu'on a eu vraiment cet électrochoc ou on n'est pas en train d'essayer de rattraper le choc est déjà sorti du chapeau? Évidemment, c'est une très, très bonne question, en fait. C'est une question assez fondamentale. Et honnêtement, je change d'opinion régulièrement là-dessus. Mais aujourd'hui, maintenant, ce que je pense, c'est que c'était une bonne chose. Parce que regarde, le fait qu'ils aient fait ça, que des gens bienveillants ou malveillants l'aient utilisé, ça a créé cette urgence-là qui fait je suis convaincu que ça a joué dans l'accélération de la législation. Je ne sais pas, tu me corriges pas. J'aurai un mot tout à l'heure. OK. Mais je pense que ça aurait été plus grave maintenant que je vois la puissance de ça, parce que je ne le croyais pas quand il le disait, honnêtement. Pourtant, ça fait 25 ans que je fais de l'intelligence artificielle, puis j'ai vu tous les changements, mais je ne croyais pas que c'était aussi puissant. Ça m'a dépassé. Et là, je pense que ça aurait été plus grave s'il l'avait développé en secret, puis que dans 1 an, on aurait vu ça arriver d'un seul coup, avec la pleine puissance. D'autre part, je pense qu'OpenAI, je ne sais pas, je ne connais pas du tout, je ne suis pas du tout politicien, mais je ne peux pas croire qu'il n'y a pas des gouvernements, il n'y a pas des institutions criminelles, secrètes, qui sont en train de développer exactement la même chose, mais qui ne le disent pas. Donc, personnellement, je préfère que
quelqu'un me le montre le danger, puis que maintenant, puis que wow, là, je me rends compte que c'est la menace. Puis s'il avait gardé en secret, puis qu'il avait présenté en 2025, armé de pied en cap, d'un seul coup, qui peut te faire, qui est arrivé à la super intelligence, ça aurait été trop tard pour moi, en tout cas pour beaucoup de gens, de réagir à ça. On aurait été mis devant un fait établi. Et je pense que l'autre point je pense que les gens sous-estiment, c'est la question de la super intelligence. En fait, DeepMind a écrit des très bonnes choses là-dessus. C'est qu'en ce moment, le niveau, disons, de GPT-4, ou la dernière version, ainsi de suite, est en train d'atteindre un niveau d'expertise, ou en tout cas, réussi ou pas, c'est une autre question, c'est une question de temps. Hein. Tout ça, on avance, on le voit là, ça avance. Mais pour agir au niveau d'experts humains, mais de façon, dans le cas de GPT-4, pas juste dans un domaine. On peut faire des modèles spécialisés sur lesquels les gens travaillent 2 ans avec un truc spécial, mais là, on a un espèce d'expert générique qui essaye d'être au niveau des experts humains dans plusieurs domaines. Mais tout ce qu'on comprend et même ils ont des travaux très très poussés, hein, DeepMind et tout ça, sur ce qu'ils appellent le scaling laws. Donc c'est d'essayer de prévoir à partir de l'état actuel, donc en augmentant la quantité d'entraînement et la quantité de données, où est-ce que ça va arriver dans 6 mois, dans 10 mois, sur des modèles. Et il y a littéralement des formules mathématiques là-dessus. Là, c'est clair que bientôt, et c'est ça qui va arriver, en tout cas, c'est la super intelligence. Autrement dit, de développer un expert générique qui va non pas arriver à l'expertise humaine actuelle, mais qui va arriver avec un autre niveau que même nos experts à nous ne comprendront pas ou ne pourront pas suivre. Et ça, donc là, il y a encore des sommes phénoménales, des sommes immenses qui sont investies dans ce qu'ils appellent l'alignment, l'alignement. Donc, est-ce qu'on peut aligner la super-intelligence de demain à des valeurs d'aujourd'hui? Ça, c'est la grande question qui terrorise beaucoup de gens, même dans l'industrie. Alors, pour moi, en tout cas, ça prenait le disclosure de OpenAI, de ChatGPT 4 ou 3, pour que je comprenne que, le danger est beaucoup plus grave que je le pensais. Mais ça c'est mon opinion. Alors, moi, je dirais oui et non. Sans aller sur les idéologies de tous ces white guys de la Silicon Valley, c'est aussi de la narration, etc. Il y a des courants de pensée. Sans aller jusque-là, si on en revient encore une fois à ce qui se passe aujourd'hui, des personnes comme Sam Altman, quand ils vont rendre compte au Congrès américain ou quand ils vont en Europe, etc., pour parler de leurs produits, il y a toujours un double discours politique où à la fois c'est « oulala, mon produit, enfin mon outil est super puissant, je sais pas, il y a à la fois réglementez-nous, c'est trop puissant, au secours ». Mais en même temps, c'est lui qui l'a mis sur le marché, donc il y a quand même une question de responsabilité enfin, je pense que c'est le premier responsable, à mon avis. Et puis, on sait aussi qu'en coulisses, il sabote les projets de loi. Donc, il y a aussi le discours médiatique versus la réalité derrière. Donc, je trouve qu'il y a comme toujours, il y a beaucoup de narration de la part de ces personnes-là, et en fait, on ne sait pas trop où est vraiment la réalité. Ce qu'on sait à l'évidence, c'est que de toute façon, il y a une course à l'IA, et à partir du moment où il y en a un qui fait un progrès, tout le monde sort son modèle de langage, etc., etc. Ils ont tous des modèles de fondation, et donc là, c'est vraiment l'enjeu du marché, comme toujours, hein, c'est un enjeu économique. J'ajouterais que Sam Altman, par exemple, a changé les conditions de ChatGPT il y a 1 semaine ou 2 pour autoriser l'usage militaire. Donc en fait, c'est pas, il n'est pas sous contrôle plus que les autres parce qu'il a mis sur le marché son outil. Je dirais même plutôt moins, parce qu'en fait, tout le monde contribue à améliorer son outil en l'utilisant en permanence. Et finalement, utiliser le grand public, c'est utiliser des ressources humaines gratuites à une échelle exponentielle. Et on le voit bien que tout ce qui est open source ou tout ce qui est utilisation massive permet de rattraper des retards, notamment le modèle Llama de Meta,
a été mis en open source, qui a permis à Meta de rattraper son retard. Donc il y a aussi beaucoup de jeux, j'ouvre, je ferme le marché, etc. Donc voilà, on est quand même toujours dans l'économie, on est toujours dans le militaire. Et ce qui est sûr, c'est que l'arrivée sur le marché de ChatGPT a fait l'effet d'une bombe à plein d'égards, au plan technologique, au plan juridique, puisque la proposition de la Commission européenne dévoilée en 2021 mettait en place, c'est un peu ce que j'expliquais, des systèmes d'IA par secteur d'activité, par type d'usage. Et donc, c'était assez facile de se dire, ah bah il y a les bons usages et il y a les mauvais usages. Et puis là, arrive un modèle à usage général. On se dit, ah oui, bah là, on ne sait plus à quoi il va être utilisé. Donc, on ne peut plus raisonner par case. Et donc là, il nous faut des dispositions spécifiques pour l'IA à usage général. Et même à l'intérieur de ça, on se dit, ah oui, il y a l'IA générative. Ah oui, c'est des modèles de fondation parce qu'ils sont à une telle grande échelle que si il y a des biais dans ces modèles de fondation qui vont être ensuite repris et fine-tunés pour des usages spécifiques, bah, les problèmes qu'on a au départ, on va les multiplier, on va les décupler. Donc, on est en train de voir tout ça, de voir tout ce qu'on appelle maintenant des risques systémiques, que j'évoquais dans le texte du DSA, mais qu'on a aussi dans les AI Act. Là, on voit l'ampleur de l'infrastructure, en fait, et on voit aussi l'ampleur que ces big tech peuvent prendre sur tous les marchés. Donc, il y a des enjeux fondamentaux, démocratiques et économiques fondamentaux ici. Just coming back to those impacts, and Lena Maria, maybe you could come in here. Given that there's so few controls that we have currently, what can we do with our publics to build up their resilience and build up their literacy on what's out there and how they can defend or counter some of the narratives that are damaging discourse? Yeah, I'm trying to follow the conversation. My French is a bit rusty, but I think I got the gist of it. I wanted to add to something that Umen has already mentioned when it comes to the detection mechanisms, because at the end of the day, when we only talk about the technological detection mechanisms that everyone as a civil society is supposed to use, then we're putting the onus very much on one specific unit or area of expertise. So of course, we in civil society organizations or human rights activists always are advocating for this pipeline approach where a lot of different units and areas are actually working together, because if we only focus on the detection, well, it's only damage control, right? So if we're focusing on the detection technology, the damage has already been done, so the disinformation is already out there, and then we need the technology to detect it, but we also need to begin a little bit prior and really make sure that people are aware of the possibilities. So coming back to your question, what can we do for when it comes to the resilience of the society? I think first of all, people need to understand what AI can do. I think it's become such a huge term and terminology where people sometimes forget that AI has been part of their lives for such a long time already. If we think about Spotify, if we think about the algorithms on the social media platforms that navigate us on the For You pages, if we think about Alexa, Siri, it's been there, DeepL for translation, for a while. And now with generative AI, it's become such a big Pandora's box that was opened, and people think, I don't really understand what is going on, but it's been a part of our communication everyday life for a long time. So I think when it comes to for the resilience and the digital literacy, it's important to really go back to the basics and see what is AI, what is generative AI, what can be done with it. Also exposing people to, well, the idea of inoculation, basically exposing them to what can be done from a disinformation point of view. So actually also then just making people aware of the differences in shapes and forms of AI-generated disinformation, because there are differences when it comes to audio-generated disinformation, but also video images. They are very distinct in nature. And there are visible glitches for images still or videos, but what about audio? Audio is much more difficult to detect. So I think having this conversation about the essence of AI is really crucial to build resilience even before the disinformation is spreading. Merci, Madame la modératrice. Je voudrais vraiment poser deux petites questions et très rapides.
Et je le fais en étant debout parce que ça fait un bon bout de temps qu'on est assis. Alors, tout en remerciant tous les panélistes, je voudrais poser la question au seul monsieur qui est devant. La première, j'ai bien compris que finalement, la désinformation, c'est prendre des images et les utiliser de façon malsaine, si je peux m'exprimer ainsi. Malsaine, ça veut dire ne pas les utiliser dans leur domaine. Je suis pratique. Aujourd'hui, j'ai pris une photo de vous quatre. Si je l'utilise, la photo, juste pour informer le public sur des bonnes choses qui se sont passées à l'Université d'Ottawa, comme celle d'aujourd'hui, j'imagine que ce n'est pas de la désinformation. Auquel cas, j'aurais trahi mon institution sur plusieurs égards. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est dirigée à Madame Céline. Sur le plan légal, j'ai une question qui me hante depuis un certain temps. Pour une autorité publique, où se trouve la ligne de démarcation entre les informations personnelles et les informations à donner au public? Je vous donne un exemple pratique. Je vois souvent, par exemple, le maire de la ville d'Ottawa donner des informations précieuses pour le public. À un certain moment, on peut le solliciter, mais matin, étant à la maison, malheureusement, si quelqu'un a des difficultés. Est-ce que cette impression que j'ai dans ma tête vous semble aberrante ou ça quelque chose pour vous? Merci pour m'éclairer par rapport à la démarcation entre la vie, les informations personnelles et les informations publiques pour une autorité publique. Merci. Bon, ok, alors je vais commencer. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais je vais ouvrir plusieurs hypothèses et puis on pourra en reparler après. Les informations personnelles au sens de renseignement personnel ne concernent que les personnes physiques, ne concernent pas les institutions publiques. Donc quand vous dites révéler des informations, si l'institution publique révèle des informations, ce n'est pas des informations sur l'institution publique, c'est pas régi par c'est une personne. Les institutions publiques sont des personnes morales, ils ne seront pas régis par les lois sur les renseignements personnels. Mais si vous voulez dire que l'institution publique révèle des informations sur les individus, c'est ça peut-être que vous voulez dire, auquel cas, oui, la législation va s'appliquer. Et la définition du renseignement personnel, ce sont les renseignements qui permettent d'identifier les personnes. Donc c'est une définition très large. Et donc, à partir du moment où une information personnelle, effectivement, un renseignement personnel est dévoilé, c'est pas parce que l'information a été rendue publique que l'information devient publique. Ça reste une information personnelle et la législation continue de s'appliquer. Donc voilà, je ne sais pas à quel cas vous pensez exactement, mais en tout cas, la législation continue de s'appliquer. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Puis la notion de vie privée, c'est pas tout à fait la même chose que la protection des renseignements personnels. C'est plutôt lié à certains contextes. On a plus de vie privée à son domicile que sur le lieu de travail, par exemple, mais la vie privée existe quand même toujours. Et donc, il y a toujours des interprétations qui sont faites en fonction des circonstances en particulier. Et donc, c'est plutôt l'idée de protéger une certaine bulle privée, intime de la personne et versus renseignements personnels qui peuvent être des renseignements comme le nom, le prénom, ce sont des renseignements personnels, mais ça n'a rien de vie privée en tant que tel. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, j'enseigne ce cours si vous voulez. On pourra en reparler. We do have just one more quick question. So, Uman, maybe you could save your thoughts until this one as well. Nina Marie as well. Please. Thanks a lot, Jennifer. My name is Joanne Saint-Gelais, and I'm working at the Library of Parliament. Just for your information, the Library of Parliament is more like a research center rather than the traditional sense of the library. If you allow me a question that is a little offside or it doesn't go beyond visual disinformation, but maybe beside it, and I hope you'll be able to answer. As you can appreciate, the Library of Parliament, like the University of Ottawa, is a knowledge center.
So as a result, producing information that is trusted, reliable, and authoritative is critical to our mission and can create incredible reputational risk if we do not put fact-checking and all these types of measures in place. Beside visual disinformation, of course, we know that the risk of AI also has to do with hallucination, copyright, and authorship. And I was wondering, and to go to Uman's point, I know you don't have a crystal ball, but how do you see these things improving for the future? Because it represents a huge investment of money for those companies who have AI. But do you see this as improving in the future? That's a great that's a tough question, but I think you use the right word, trust. Okay, so I think in the traditional media, at least there was the illusion, of having sources, of being people, or the journalists or people being accountable, for what they say. Okay, and I think that's the basis of journalism. Although as you know, it's maybe an illusion in most cases. But you can sue people for what they said, and they have to show that they have sources and stuff like that. And for me, somehow in the recent years, this I think it's part of a social contract. At least in a country like Canada, where you suddenly traditional journalism has become. I won't say it's disappearing, but we need that. We need this structure of being able to trust and to have sources and come back to sources. So by their very nature, these giant language models have trained on everything, including fiction. You can see there are people who try to trick these systems. And sometimes the responses come from science fiction movies, will be a future where someone will develop one of these models, okay, on a trust-based system, with sources, verifiable sources, or identifiable sources at least, okay. I think personally, I think humanity, our civilizations needs that, but that's not the case, okay. They are trying to work backwards and add other systems, that bring trust on that. So that's the type of AI that we were practicing at CREAM is based on that, on trust. We want to have trustable AI. So if someone comes with us, we design lots of benchmarks, okay, lots of strategies, okay, to ensure or try to ensure or try to have a system that is trustable for them. Okay, as you said, in the case of OpenAI, they just open the door and let the genie out of that. How can we go back to this trust? I'm not sure. I don't know. I don't have any answer for that, unfortunately. Well, fortunately, I'm developing a reputation as being a very bad monitor because we've gone way over our time. We do one more question, though. So just have the question be raised, and then each the panelists just say, very short, final commentary. I just hate to stifle debate in a forum like this. So, yeah. But please keep it nice and short. Thank you. Bonjour, mon nom est Sarah Bouchki, je suis consultante en transformation numérique. Puis ma question, elle se dirige plutôt entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis que ChatGPT ou OpenAI, ils ont ouvert le Pandore ChatGPT, donc il y a une utilisation à ce sens. Puis la question que je me pose toujours jusqu'à date, est-ce que l'humain, avec l'évolution de l'intelligence artificielle, arrivera à un stade où il ne va plus utiliser son intelligence humaine, son cerveau, parce qu'on va peut-être développer des carences d'intelligence ou une certaine inefficacité d'utiliser son cerveau et d'utiliser toutes ses capacités d'intelligence. Merci. And Jennifer, if I may, can I just quickly translate it into English? So the thrust of the question was, is there a risk that we get to a point
if we have the prevalence of artificial intelligence where humans will no longer be in a position to use our intellectual faculties as much as we have. And this erosion of our intellect over time, the more we come to rely on artificial intelligence. So what are the risks associated with this? Is it possible? Is it something to be concerned about? Hopefully I got it. Very much the existential question. Lena Marie, do you want to start, or is that this is the toughest one of all, I think? Well, I hope not. Of course, I don't have an immediate answer for this, but I think having, of course, this entire conversation and this panel that we've been having centered around the malicious purposes of AI and disinformation and misinformation. But I do think there are also some perks that come with it. And as I said also in my presentation, in the very beginning, this idea was with these text-to-image generators to actually just, kickstart the creativity to get inspiration from the tools, to maybe also just simplify work to a certain extent. If you use ChatGPT for summaries, it facilitates a lot of the work that needed to be done by people previously. So I do think it can still assist. People only need to understand that the tool they're working with is also something that was human-made to a certain extent, because it works with data that is human-made. But I hope, I really hope, that it won't lead to the end result that we're only focusing and relying on AI per se and are not using our brains anymore, but it only, facilitates certain processes, and it also just helps us with tasks. So that is what I'm hoping for. I don't know if I have the time to quickly react to what has been said about labels previously. I don't know if that is possible, and the idea of trustworthiness and credibility. But I think a lot of efforts have been made in putting the onus on the trustworthy and credibility aspect. There are lots of coalitions that are working on standards at the moment, especially for images, for users to understand where the images are coming from, where there's cryptographically assigned metadata. It's quite difficult yet to understand how this is going to work, but once users are literate, it is actually, or should be easy to understand where the information came from, when the picture was taken, whether it was edited or not. So there is quite a lot of focus on this credibility and trustworthiness aspect. And of course, if there is an AI label which says this content was generated by AI, this does not necessarily imply that this is something trustworthy or manipulative or deceptive. It just says it was generated by AI. So I think there's also a huge box being opened right now if these labels make a lot of sense, and automatically assigning a label to it, if this actually helps people with the credibility issue. Pour ma part, je dirais deux choses. L'humanité a toujours évolué, de toute façon, donc c'est pas forcément négatif. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer dans X années, mais en tout cas aujourd'hui, il y a tout un champ de recherche et puis d'action qui concerne ce qu'on appelle l'interaction humain-machine. Et je pense que ça, c'est vraiment un champ très intéressant à considérer à la fois pour la recherche, mais aussi pour la mise en œuvre. Parce qu'en fait, les systèmes d'IA vont débarquer partout dans nos vies, et notamment nos vies professionnelles. Donc, il va falloir s'adapter, il va falloir comprendre ce que l'IA fait ou ne fait pas. Et je pense que l'humain fait encore des choses mieux que l'IA. Et je crois que là, l'enjeu, c'est de savoir sur quels aspects on peut déléguer, sur quels aspects c'est plus intéressant, gagne du temps, etc. Et sur quels aspects ça n'est pas le cas. Et je pense qu'il y a déjà des travaux en la matière. L'interaction humain-machine, ça existe déjà dans la robotique, notamment dans l'ergonomie. Mais en fait, il faut commencer à l'appliquer à toutes les fonctions intellectuelles. Et notamment au droit, qui est le domaine que je connais bien, les métiers du droit sont en train d'évoluer. On est en train, comme il y a beaucoup de rédaction, évidemment, tous ces outils générateurs de contenu viennent perturber, mais on voit aussi que pour l'instant, ChatGPT hallucine et invente des lois et invente des cas de jurisprudence. Donc ça veut dire
il faut quand même toujours vérifier et il faut toujours avoir cet esprit critique. Donc pour l'instant, on a quand même encore une avance, je ne sais pas jusqu'à quand, mais peu importe. Je pense qu'il faut justement continuer à approfondir nos points forts et peut-être quelque part délaisser les aspects qui sont un peu répétitifs et qui ne sont pas non plus ce qui fait l'esprit humain, à mon avis, ou l'intelligence humaine. Et je pense que c'est la collaboration qui est importante. Et moi, j'invite mes étudiants à utiliser ChatGPT pour comprendre cette collaboration, justement. Donc je pense qu'il faut se former, en effet. Je n'ai pas une opinion claire là-dessus. En fait, j'écoute, je pense que j'aime beaucoup les réponses que je viens d'entendre. Je sais que pour moi-même, je fais de la peinture aussi. Et je pensais pendant les dernières années à utiliser ces trucs-là pour faire la peinture. Mais l'explosion de tout ça fait que je n'ai plus envie jamais d'utiliser ces trucs-là. Je préfère aller dans mon atelier avec de la peinture à l'huile, des pinceaux, et voilà. Donc je pense que... Je pense que l'humanité va devoir apprendre à vivre avec ça, puis de continuer à se préserver. On a des calculatrices, mais on apprend quand même, mes enfants, en tout cas, ils apprennent à calculer dans leur tête. Moi, j'essaie de le pratiquer, j'ai oublié comment calculer. J'étais très bon quand j'étais enfant, mais je ne sais pas si c'est l'âge ou si c'est l'intelligence artificielle, mais je pense que l'humanité va devoir apprendre à vivre avec ça. Je ne sais pas. That's a great way to end. In a way, we started with the threat of technology, and we ended up with some hope for humanity in getting through this. But definitely, this is a time when we have to work with our publics to build resiliency. Definitely, those are points raised, especially by Elena Maria in her presentation, how important it is that we understand the impacts and what influence disinformation has on distorting our public discourse. And even more profoundly, when it's multimodal or visual disinformation that plays with our emotions. And Uman and Celine definitely also concluded about what are the limits of controls that exist now. The rapidity of the evolution in these technologies is outstripping our capacity to meet them with the normal controls through legal means or through technology means. But we did leave on some hope that we should find a way of leveraging the power of these instruments and finding a way of mitigating their negative impact, and in between building up resilience for our people. So I turn to Sarah for some final words of wisdom. Again, thank you for being here. I'm sure most of you are leaving still hungry. Not that we didn't have food, but I mean, there are so many questions on the table. We've narrowed it down to visual disinformation, saying, let's keep it simple. All this disinformation thing is too big. We'll focus on one thing. Well, now we know that visual disinformation itself is hugely complex, involves legal applications, societal implications, technical implications, and how do you work at all these levels? Our goal as the Professional Development Institute is convene the best and the brightest, which is what we did today. I think we had some pretty bright people. We even discovered that Human was a painter and a poet. I didn't know that about you, but I didn't know mathematicians could do poetry. I mean, I'm totally amazed. Pure math is... maybe you can give us a little demo after that. But pure math, okay. And we see our role as bringing together academia, government, and industry, and we have that in this room. IBM is in this room. We have government representatives in this room. We have academics in this room. Our goal is to bring these people together, the best and the brightest, not just from Ottawa, but from around the world, literally from around the world, to try to come to solutions, because it's one thing to talk about it, to whine about it, to worry about it, because we all do, but we have to get on and do something about it. There are things being done. There are super smart people working on tools and methodologies. There is hope, but it's very, very difficult, of course, and you can tell that the task is gigantesque. À la question de, je ne peux pas m'empêcher de mentionner à la question, bon, si je dois te parler, to the question of, is human race disappearing? My wife is an anthropologist, and she has a perspective on this. She said, look, where were we 500,000 years ago, 210, even 5,000 years ago? The world is in evolution. The world is in evolution. We came down from the trees, we crawled, we walked, we learned to talk and write and all that. And now maybe we're moving from, Homo sapien to Homo digitalis or something like that, And to be a witness of that major change,
is both, exhilarating and freakish, frankly. And when you think we might be the witnesses of something very, very, very massive. Just throwing out it's not a plug for PDI, but if you do have ideas as to how we can continue this conversation, through courses, events, whatever, this is what PDI does. We do this for a living. We're happy to work with individuals, with organizations, academics, government, industry. Come to us and let's work together on this because I think we all have our hands full. Merci beaucoup, Marilena. Merci beaucoup, Céline, et merci, Uda. Merci beaucoup, Jennifer. Thanks, guys. By the way, we have the room till midnight, so you can stay for as long as you want.